Alors, on va regarder ensemble ce fameux dépôt-là. On va commencer par l'intersectoriel, d'ailleurs. Alors, rapidement, l'intersectoriel, qu'est-ce que ça concerne? Petit rappel, c'est toute la fonction publique. Tous les encadrements qui viennent encadrer notre travail de toute la fonction publique. Donc, salaire, entre autres, retraite, droits parentaux, etc. Alors, au niveau des salaires, ben pas de surprise, hein, le gouvernement est chiche. Donc, malgré l'inflation qu'on a connue en 2022, on se rappellera 6,7 d'inflation, une inflation record depuis de nombreuses décennies. Ben, le gouvernement n'en tient même pas compte dans ses offres salariales. Alors, il nous présente une offre sur 5 ans, 9 sur 5 ans, 3 la première année, 1,5 les années subséquentes. Alors, évidemment, et l'augmentation de 3 c'est pour 2023. Donc, on ne tient pas compte de l'augmentation importante de l'inflation en 2022. Donc, rien à ce niveau-là. Évidemment, un 3 pour l'année 2023. Alors, on est d'ailleurs, les prévisions s'entendent même pour dire que 2023 risque d'avoir une inflation cumulée qui va être supérieure à ce qui est l'offre gouvernementale actuellement. En réponse à l'inflation, se dit-il, le gouvernement nous parle d'un forfaitaire. Puis ça, on y a déjà goûté à cette histoire-là, les forfaitaires. Donc, pour régulariser, selon eux, le statut au niveau de l'inflation, ben ils veulent nous donner un 1 000 $ pour un enseignant équivalent temps plein pour l'année 2022. Alors, évidemment, proraté en fonction du pourcentage de tâches. Alors, 1 000 $ de forfaitaire, on se rappellera que ça ne s'ajoute pas au salaire, puisque l'année suivante, on efface tout ça, on revient à l'échelle de traitement annuel. Alors, le 1 000 $, c'est comme le chèque qu'ils nous ont donné, effectivement, le 500 $ qu'ils ont donné à l'ensemble de la population. Ben là, c'est un autre 1 000 $ qu'ils nous donnent. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Et évidemment, rien qui a un impact à long terme. Alors ça, c'est au niveau du salaire. Donc, évidemment, très décevant par rapport à notre demande. Où, vous rappelez-vous, notre demande, on avait un mécanisme qui voulait rendre automatique l'indexation avec l'inflation. On n'est pas du tout dans ces eaux-là. Au niveau de la retraite, il y a du bon, mais il y a du très mauvais. Au niveau de la retraite, on parle par exemple de la retraite progressive. Alors, on avait une demande de prolonger la retraite progressive, l'étaler jusqu'à 7 ans. Le gouvernement va dans ce sens-là, dans ce qu'il nous propose. La participation au régime, qu'on puisse étendre la participation au régime au-delà de 69 ans pour aller jusqu'à 71 ans, tout à fait à la même place le gouvernement, donc on accueille ça. 2 % par année après l'atteinte du critère sans pénalité, ce qui veut dire que je peux continuer à contribuer à mon fonds de pension au-delà du critère d'admissibilité à la retraite sans pénalité. Donc, ça aussi, intéressant. Et une nouveauté, un 50% de réduction de ma cotisation au fonds de pension une fois que j'ai atteint un critère qui me donne accès à ma retraite sans pénalité. Donc, ça me coûterait moins cher sur chaque paye de cotiser à mon fonds de pension une fois que j'ai atteint un des critères sans pénalité. Donc, c'est des côtés positifs. Mais derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Ben, il se cache une attaque frontale à notre fonds de pension. Il se cache évidemment la question de changer le critère d'accessibilité à la retraite sans pénalité, entre autres, un des critères qui permettait d'avoir accès à la retraite à partir de 55 ans de service sans pénalité. Ben là, on parle de monter ça à 57 ans une fois que j'ai 35 ans de service. Alors, vous comprendrez qu'on vient à retenir le personnel de l'éducation jusqu'à 57 ans en place dans le milieu scolaire. Et évidemment, ce qu'on vient aussi faire, c'est réviser le calcul de la rente pour le rendre moins généreux. Alors évidemment, c'est encore une attaque importante pour le personnel du secteur public. Ça, c'est propre à l'ensemble du personnel de l'État. Évidemment, vous avez vu que le gouvernement avait aussi des priorités, entre autres dans son forum équipe classe dont il avait parlé. Ben, c'est encore dans ses cartes, le fameux les priorités de l'équipe classe. Alors, entre autres, dans sa proposition, qui vient, elle, rejouer dans les termes du sectoriel. Hein? Tantôt, on va parler de ce qui concerne juste les enseignants. Ben, il est déjà venu donner une couleur à ce que sera la proposition sectorielle, en parlant, par exemple, dans la proposition équipe classe, des fameuses aides à la classe. Alors, on le sait, dans nos centres de services scolaires, on a vécu le projet pilote des aides à la classe. C'est apprécié par les enseignantes et les enseignants qui le vivent. Le personnel de soutien qui gravite autour de cette expérience-là aussi. Alors, évidemment, eux, ils sont tout à fait à l'aise avec l'idée que ça puisse prendre de l'ampleur. On parle de 4000 équivalents temps plein. Donc, de nouvelles ressources en support à l'aide à la classe, donc qui viendraient se déployer. On parle de 10 à 15 heures de service par classe. Évidemment, on ne va pas rejoindre toutes les classes. On va cibler essentiellement les milieux plus difficiles et les enseignants en début de carrière. C'est ce qui est proposé dans le dépôt patronal. Ceci dit, et là, c'est là où l'odieux commence, c'est que le gouvernement parle que cette disposition-là viendrait
régler les problématiques de lourdeur de la tâche et de la composition de la classe. Donc, il fait fi de notre demande et vient dire que ça va venir tout régler. Alors, vous comprenez qu'on n'est pas du tout à la même place par rapport à ça. Ensuite, il souhaite favoriser la rétention du personnel enseignant et les options qu'il nous offre, les voici. Revoir l'application de l'ancienneté. Les listes de priorités les rendent plus efficaces. Affecter les enseignants le plus rapidement possible et le plus tôt possible dans le processus. Limiter le mouvement de personnel. Là, je vous les donne en vrac. Donner de la souplesse au centre de service scolaire dans l'application des affectations et des mutations. Autrement dit, ce qu'on veut venir faire, c'est venir contrôler la capacité des enseignantes et des enseignants de changer de milieu, de changer de niveau. On veut venir contrôler, donc, à venir asseoir, avoir du contrôle sur l'assignation du personnel. Alors, vous comprendrez qu'on ne parle plus nécessairement de favoriser la rétention dans ce cas-ci. On est véritablement dans des mesures pratiquement de détention du personnel. Alors, c'est des grands enjeux importants. Ce que je vous ai nommé, c'est ce qui est écrit. On n'en sait pas plus. Évidemment, on le verra au fil de la négociation. L'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre, ben, vous comprendrez qu'elle est aussi importante pour l'employeur. Et la question de l'intégration des stagiaires en milieu de travail, ben, pour eux, ils y voient là une main-d'œuvre disponible et accessible. Donc, ils souhaiteraient qu'on vienne revoir les dispositions sur l'encadrement des stagiaires pour faciliter l'accès des stagiaires à l'emploi. Alors, ça, c'est dans le dépôt. Donc, ça, c'est la table qui a été mise au niveau de l'intersectoriel. Ça a été déposé le 27 mars dernier. Le 5 avril suivant, le gouvernement faisait un autre dépôt bonifié, dit-il, qui sont encore des précisions par rapport au dépôt sectoriel enseignant qui avait été fait à la mi-décembre et qui se présente en 4 orientations différentes. Et là, encore une fois, vous allez voir comment le gouvernement se positionne et vous allez vite vous rendre compte qu'on n'est pas du tout à la même page. Alors, si on commence avec la première orientation, l'orientation attraction et rétention. Qu'est-ce que le gouvernement propose pour attirer des enseignants dans le milieu et retenir les enseignants dans le milieu? Alors, la première proposition, c'est d'ajouter des attributions caractéristiques. Qu'est-ce que c'est des attributions caractéristiques? C'est des obligations que l'enseignant a à exécuter dans le cadre de son travail. Alors, on parle de 2 nouvelles attributions. On parle de la nécessité d'adapter l'enseignement aux besoins de tous les élèves et de collaborer dans une équipe multidisciplinaire aux 3 axes de la mission de l'école, soit instruire, socialiser et qualifier. Alors là, je vous dirais ça, quand on lit ça, je dis, il n'y a rien de nouveau, on le fait déjà. On collabore avec les collègues dans des équipes multidisciplinaires dans nos écoles. On adapte nos enseignements à nos élèves. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Bien, on se le questionne au niveau de l'avantage ou la plus-value au niveau de l'attraction ou de la rétention. Jusque-là, je ne le vois pas. Ce qu'on peut quand même voir derrière ça, c'est clairement l'intention que le gouvernement s'inscrit dans une logique de l'inclusion. Donc, il veut s'assurer d'avoir tous les leviers en main pour augmenter la capacité d'inclusion des élèves en difficulté dans les classes régulières. L'autre élément, dit-il, pour l'attraction et la rétention, le développement professionnel. Donc, il souhaite qu'on puisse tenir compte, quand on parle de développement professionnel, on parle de formation, on parle de perfectionnement. Alors, on se rappelle qu'il y a des nouvelles dispositions qui nous obligent à faire 30 heures de formation aux 2 ans. Alors, évidemment, et des formations qui peuvent exister aussi dans le milieu de travail. Alors, son intention, qu'il ne s'en cache pas, c'est de donner l'opportunité que le développement professionnel doive tenir compte aussi des besoins organisationnels, c'est-à-dire pas uniquement des besoins de l'enseignante ou de l'enseignant, mais celui de l'école, du centre de service scolaire, du ministère. Donc, ouvrir la porte à l'assignation par la direction à une panoplie de formations obligatoires. C'est une atteinte clairement à notre autonomie professionnelle et que c'est loin du discours qu'on se rappellera du précédent ministre de l'Éducation, M. Roberge, qui avait amené des modifications à la loi sur l'instruction publique et qui était venu clairement dire que les enseignants devraient avoir le plein contrôle sur leur formation. Encore une fois, je me questionne sur le lien à faire avec l'attraction et la rétention avec ce moyen-là. L'autre moyen, ça pourrait paraître intéressant, un 15 millions de dollars pour bonifier la rémunération enseignante. Oui, ça pourrait être intéressant, mais quand on regarde de quelle manière ils le définissent, ils prennent 2 axes pour ce 15 millions-là. La participation aux formations assignées en dehors du 200 jours. Donc, ça veut dire que si la direction m'assigne à une formation, on pourrait le faire en soirée, la fin de semaine, pendant l'été, et je serais rémunéré pour le faire.
atteinte à mon corps de travail, à mes conditions de travail. Concertation avec les intervenants selon les besoins établis par la direction en dehors des 200 jours de travail. Donc, autrement dit, on veut être capable de me rémunérer pour faire des éléments qui font que ma tâche déborde actuellement, mais qu'on puisse me rémunérer pour le faire à l'extérieur de ma tâche. Alors, c'est questionnant comme orientation. On vient pas alléger la tâche, on vient juste dire qu'on va te payer pour faire l'extra qui est déjà lourd. Autre orientation, encourager la prise en charge de périodes ou de groupes supplémentaires au-delà de la tâche éducative. On aura bien compris. Il manque de personnel, donc on souhaite que le personnel enseignant en prenne plus de groupes, prenne plus de tâches, enseigner davantage au-delà de la tâche éducative. Est-ce qu'on nous a entendu? Les gens sont essoufflés. Ajouter une annexe avec de l'argent pour octroyer des contrats à temps plein à ceux qui seraient probablement à temps partiel. Là, ce qu'on dit, c'est probablement, et je mets des guillemets à probablement parce qu'on verra au fil de la négociation, c'est d'obtenir probablement des contrats à temps plein, mais dont une portion est de la suppléance. Donc, je pourrais avoir une tâche à temps partiel que je vais combler avec de la suppléance qui me donnera un contrat à temps plein. Ça peut être intéressant, ça peut peut-être générer effectivement des contrats plus intéressants. Donc, évidemment, on n'est pas fermé, là. Mais il reste que on ne sait pas exactement où ils vont aller avec ça. Ça va être à voir au fil de la négociation. Orientation numéro 2. Favoriser la réussite de tous les élèves. C'est comme ça que le gouvernement le présente. Alors, 4 axes différents. Alors, le premier axe, c'est clairement une vieille demande récurrente de négociation en négociation. C'est celui de d'amener une approche qu'on appelle non catégorielle, c'est-à-dire de ne pas tenir compte des diagnostics des élèves lors de la formation des groupes. Donc, s'en tenir aux besoins des élèves pour former les classes. Alors, quand on ne tient pas compte, évidemment, des diagnostics, clairement, ce qu'on souhaite faire, c'est donner une plus grande capacité au centre de service scolaire d'aller vers de l'inclusion encore plus grande dans les classes régulières. L'autre axe qu'il propose, pour favoriser la réussite des élèves, je vous rappelle que c'est ça le nom de l'orientation, retirer les motifs de dépassement. Donc, ouvrir large la capacité des centres de service à mettre davantage d'élèves dans les groupes. Alors, c'est clairement ça. Malgré le discours de M. Drainville, rappelons-nous, lorsque les centres de service scolaire avaient amené l'hypothèse d'augmenter le nombre d'élèves par classe, à l'automne dernier, que le ministre Drainville avait fermé la porte, mais c'est toujours dans le dépôt patronal. Troisième axe, retirer la pondération a priori de certaines catégories d'élèves. On parle ici des élèves TSA. On se rappelle que la Convention permet pour les élèves TSA, pour les élèves TRP, pour les élèves avec troubles graves de comportement qu'ils soient pondérés a priori, ce qui fait en sorte qu'on diminue la quantité d'élèves dans les classes dont des élèves de ces catégories-là sont présents. Mais là, le gouvernement veut retirer de la liste que je viens de vous faire les élèves TSA, qui sont en très grand nombre et dont le pourcentage, évidemment, augmente. Alors, c'est évidemment, encore une fois, très questionnant puisque bien que le spectre de l'autisme peut amener, évidemment, une très large quantité d'élèves de différentes acabits, je vous dirais, il n'en demeure pas moins que la majorité d'entre eux, sinon la totalité, ont un plan d'intervention, ont des mesures adaptatives, ce qui fait en sorte qu'il y a une raison pourquoi on les pondère. Alors évidemment, ce qu'ils veulent, c'est retirer ceci, donc augmenter la capacité d'avoir plus d'élèves dans ces classes-là, sans tenir compte de la composition de la classe. Et finalement, pour favoriser la réussite de tous les élèves, ils veulent revisiter une annexe de la convention collective qui s'appelle l'annexe 12, qui permet localement aux écoles de disposer de l'application de certains pans de la convention collective en fonction d'un projet spécifique dans l'école. Alors là, évidemment, c'est quoi? C'est une ouverture que le gouvernement veut prendre pour venir augmenter la capacité de venir ne pas respecter la convention collective dans certains projets, dans certains milieux. Alors, on a évidemment de très larges bémols par rapport à cette initiative-là. Alors ça, c'est l'orientation 2. L'orientation 3, l'organisation du travail au service de la mission éducative, c'est la valeur qui est derrière donc l'orientation 3. Alors, on parle de 3 axes. On parle de revoir le temps moyen d'enseignement au secondaire et à la FP. Qu'est-ce qu'on en déduit de ça? Bien, vous comprendrez, je vais le faire en parallèle avec la demande syndicale. La demande syndicale, c'est celle de faire baisser le temps moyen d'enseignement au primaire, qui est plus élevé que dans les autres secteurs. Mais là, vous aurez vite compris que le gouvernement, lui, prend
prends la situation à l'inverse. On dit, ben, on va remonter probablement tout le monde au même niveau qu'au primaire. Donc, je vous rappelle, la lourdeur de la tâche, elle est vraie pour tout le monde. Alors, évidemment, on n'est pas du tout dans la même interprétation du besoin que le milieu nous demande. En deuxième axe, favoriser le meilleur déploiement des enseignants légalement qualifiés toute l'année. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite ici? Il souhaite avoir le levier lui permettant de réaffecter des enseignants en cours d'année dans son centre de service. Alors, les dispositions qui nous disent que quand je commence avec une classe, je finis avec elle, pourraient lui donner, si cette disposition-là prenait effet, la capacité de rejouer avec comme un jeu d'échecs en replaçant du personnel enseignant dans son centre. Finalement, de retirer l'amplitude en formation professionnelle et élargir la semaine de travail à l'éducation des adultes. Donc, ce qui se cache pas derrière ça, c'est clair, c'est d'ouvrir la fin de semaine, ouvrir davantage aussi certaines formations le soir et défoncer le 200 jours. Donc, on veut faire éclater les paramètres pour augmenter l'offre de services à l'éducation des adultes et à la formation professionnelle. Alors, c'est très questionnant sur la qualité des conditions de travail que le personnel enseignant dans ces deux secteurs-là pourrait se retrouver si, évidemment, ça venait qu'à s'appliquer. On s'entend, c'est la perspective gouvernementale et je vous rappelle, ce sont les trois moyens qu'il veut pour améliorer l'organisation du travail. Alors, on est évidemment très loin des préoccupations du terrain où les gens ont besoin d'air, ont besoin d'aide, ont besoin qu'on considère effectivement tout l'aspect de la lourdeur du travail au quotidien. Orientation 4, donc les nouvelles réalités du travail. C'est là qu'on aurait peut-être souhaité voir apparaître davantage là, la notion de télétravail, ouverture plus grande par rapport à cet élément-là. Qu'est-ce qu'on y retrouve dans la proposition gouvernementale? Ben, vous serez pas surpris. Mettre à profit les différents modes d'enseignement alternatifs. On parle de téléenseignement, on parle de mode hybride. Alors, on nous parle de trois situations possibles qui pourraient se retrouver dans ces éléments-là. Lorsque, par exemple, il y a une interruption des services éducatifs, on peut voir poindre les intentions du gouvernement et des centres de services à cet effet-là. Les raisons médicales, un enfant qui serait incapable de se présenter à l'école, ou voire même lorsqu'on n'a pas d'enseignants disponibles. Alors, vous aurez vite compris qu'avec la pénurie de main-d'œuvre actuelle, est-ce qu'ils vont trouver une porte d'entrée pour forcer le téléenseignement dans ces dispositions-là si on n'a pas le personnel qualifié en place? C'est questionnant. Est-ce que ça va aussi rendre les centres de services scolaires moins intéressés à chercher activement du personnel qualifié? Deuxième axe, introduire les budgets de l'annexe 67 de santé globale dans la convention collective. Je vous dirais que ça, on accueillerait ça favorablement si on y allait parce que tout simplement, ça devient quelque chose sur lequel on a un levier. Quand c'est dans une annexe, c'est moins fort que quand c'est dans la convention collective. Et là, les autres éléments qui sont questionnants, c'est améliorer la présence au travail. Et là, on parle de prévenir et diminuer les absences et leur durée. Qu'est-ce qu'on veut dire? Est-ce qu'on vient jouer dans les congés auxquels les enseignantes et enseignants ont droit? Est-ce qu'on veut venir diminuer la capacité de ceux-ci de venir réduire leurs tâches? Alors, on ne sait pas exactement dans quelles eaux ça semble vouloir aller, mais on a effectivement ces inquiétudes-là. Et favoriser le retour et le maintien au travail à la suite d'une invalidité. Alors, on sait qu'il y a des enjeux par rapport aux expertises médicales. Est-ce que le gouvernement va vouloir avoir un plus grand contrôle, ou les centres de services un plus grand contrôle sur les expertises médicales reconnues par rapport à l'invalidité de quelqu'un et forcer des retours au travail? C'est questionnant avec cette stratégie-là. Et évidemment, ils ouvrent la porte à convenir de moyens pour assurer la stabilité et l'attraction et la rétention. Ils ne vont pas plus loin. Ils n'ont pas parlé de leur stratégie, mais ils ouvrent la porte à des discussions à ce niveau-là. Donc, ça fait le tour des 4 orientations. Ce qui est clair par rapport à ce que je viens de vous présenter pour nous, ce qui est l'évidence, c'est qu'on n'a absolument rien qui vient répondre aux véritables enjeux qu'on a, nous, recueillis en allant vous consulter, c'est-à-dire la composition de la classe, qui est une demande historique depuis des années. Alors, on est très, très loin de ça. Rien sur la lourdeur de la tâche non plus. Alors, le gouvernement est clairement dans une approche stratégique traditionnelle des négociations. Ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont mis le plancher très, très bas, comme ils ont fait dans les autres négociations précédentes, et qu'on alimente davantage avec les propositions qui sont sur la table, les facteurs qui accentuent ce que l'on dénonce depuis déjà plusieurs années. Donc, voilà la présentation des différents éléments. Je vous dis tout de suite.